Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue sur ce nouveau journal d'un vegan. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue à vous. Si vous êtes des anciens fidèles, merci à vous. Et qui que vous soyez, je vous invite à qu'on découvre ce nouveau journal sans plus attendre. Ce qui est chouette, c'est que mes amis savent me faire plaisir quand ils partent en vacances. Ils savent que le truc, c'est me ramener des produits véganes qu'on trouve pas en France pour que je puisse les tester, les goûter et découvrir des choses qui viendront peut-être chez nous un jour, donc en avoir un peu l'exclusivité, ou parfois c'est vraiment du local et il n'y a pas d'espoir. Ça dépend quoi. Et là, 3 amis, 3 produits, je vous les montre. Alors, non pas dans l'idée de vous dire allez-y, goûtez-les parce que vous allez les trouver, ce n'est pas le cas, ce n'est pas disponible en France. Mais si au cours de vos pérégrinations vous tombez dessus, eh bien vous saurez si ça vaut le coup ou non d'acheter le produit et de le goûter. Et on commence avec ceci. Alors, Manner, c'est un produit qui vient d'Autriche, de Vienne plus précisément, et ce sont des petites gaufrettes tout à fait classiques, traditionnelles pour cette marque, qui sont fourrées. Alors là, c'est noisettes, a priori, vu les petits dessins. Ça s'appelle le Original Neapolitaner. Oui, bon, un napolitain, je suppose. Voilà. C'est assez compact. J'ai vraiment hâte de goûter. C'est certifié vegan dans le petit coin là-bas. Voilà. Je savais pas. Alors, je ne sais pas si toute la gamme de ces produits de cette marque autrichienne sont véganes naturellement ou pas, ou s'il y a une sélection végane. J'ai quand même essayé de trouver des infos sur internet, malgré tout. Mais bon, restons dans l'instant présent et goûtons. Une fois l'emballage retiré, on a une grande plaque, mais la réalité, c'est que elle se casse en petits morceaux. Et donc, on va pouvoir prendre juste ceci. C'est sympa, hein. Il y a un côté un petit peu dessert enfantin, mais je suis curieux. Ah, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, hein. Non, c'est vraiment très sympa. Alors, contrairement à ce genre de gaufrettes qui sont généralement très friables, je trouve, là, ça reste assez dense, assez compact, ça se tient. C'est pas du vent, on sent que voilà, il y a la matière. Donc la gaufrette est très croustillante, légère. On sent vraiment sous la dent les différentes strates. Moi, j'aime bien. Le fourrage. Alors, on est sur cet esprit noisette, cacao. Je sais pas s'il y a du cacao dedans, mais ça le rappelle en bouche. C'est assez sucré. Voire bien sucré quand même. Je suis pas dans l'excès non plus, dans la saturation des papilles. Mais bon, c'est assumé, quoi. En même temps, c'est 2 petits biscuits, confiserie, plaisir. On n'est pas là pour le light. Produit suivant qui m'a été ramené des États-Unis, de Los Angeles, je pense. Ceci, et ça devrait vous parler. Ah, les Peanut Butter Cup de chez Reese's, c'est vraiment un très grand classique que on trouve pas facilement en France, malgré tout. Depuis quelques années, on en voit dans certains magasins, dans les rayons plutôt internationaux, mais ça reste relativement timide, alors que aux USA, c'est un classique. On en trouve partout. Et je ne savais pas qu'ils avaient fait une version plant-based. Bon, là j'avoue, j'ai une certaine impatience, parce que j'en ai déjà mangé des vrais à l'époque où j'étais végétarien. Faut savoir que quand j'étais jeune, on avait des voisins qui étaient américains. Et ce n'est pas rare qu'ils ramènent des produits de chez eux, qu'ils trouvaient soit dans des magasins d'import à Paris, soit des gens qui leur rendaient visite, qui leur apportaient des trucs un peu timpiques. Donc les Peanut Butter Cup, j'en ai mangé. Donc j'espère que c'est aussi bien que dans mes souvenirs, parce que j'adorais ça. Hein. Bon, déjà visuellement, c'est exactement la même chose. Ce petit chocolat bien industriel, bien sucré, qui sent pas tant le cacao, c'est bizarre. Mais c'est typique. Bah oui, je retrouve exactement la même sensation.
Alors même si c'est vieux, hein, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas mangé ça. Mais ce goût de chocolat de mauvaise qualité, faut être honnête, hein, mais qui a son charme, voilà, c'est comme ça. Avec ce cœur de beurre de cacahuète qui est très sec, il est friable. On n'est pas du tout sur un truc crémeux comme un beurre de cacahuète, mais plutôt sur un truc très très sec et très dense, mais qui a plein de goût. C'est à la fois sucré, salé, on a le goût chocolat, on a le goût cacahuète, c'est harmonieux, c'est bon, c'est un petit plaisir coupable, j'avoue. J'en mangerai pas des tonnes, mais un comme ça, il y a un petit côté nostalgie et plaisir retrouvé, j'avoue. Allez, pour ce dernier produit, on part en Angleterre, à Londres. Enfin, ils reviennent de Londres avec un produit que j'avais vraiment hâte de goûter parce que je n'en ai jamais vu en France et pourtant le produit d'origine se trouve, je parle de la Marmite. Vous savez, cette pâte brune dont je parle assez souvent, que j'adore et qui est une base de levure de bière concentrée, une sorte de mélasse, sauf que c'est pas sucré, c'est juste un concentré d'umami assez extrême. Et j'adore ça, que ce soit juste sur du pain ou à utiliser dans la cuisine pour finir des simili carne, pour donner un petit goût en plus. Bref, c'est un produit que je trouve très très intéressant au quotidien et qui est riche en minéraux, en vitamines, dont de la B12. Bref, c'est un produit que j'affectionne culturellement énormément. Et j'avais vu sur internet qu'ils avaient sorti une version très spéciale, la XO. Alors la Marmite XO, qu'est-ce que c'est? C'est de la extra old. C'est-à-dire qu'elle a plus fermenté, plus maturé et que le goût est plus puissant. Donc autant de vous dire que si vous avez des aversions avec la Marmite d'origine qui déjà a une réputation d'avoir un goût particulièrement extrême, eh bien là on va dépasser les limites, théoriquement, et j'ai hâte de voir si ça me plaît. Bon, alors déjà, le nez, c'est la Marmite, hein. Je sens pas quelque chose de particulièrement plus corsé, c'est exactement la même odeur. Le visuel est identique, une pâte épaisse, noire et collante. Oui, je sais, c'est pas glamour, et je m'en moque. Et maintenant, allons-y. Oh, par contre, elle est plus dense. Vous voyez, normalement ça commence à couler. Et ben là non, ça reste stable. Intéressant. Bon, vous voyez, pour le test, je fais pas semblant, je n'ai pas pris beaucoup, mais c'est déjà énorme. J'assume. Waouh! Ah, on voyage, là, je peux vous dire, les papilles, elles sont en feu. Waouh! Ah oui, c'est intense. C'est intense. C'est pas pour les petites natures, je vous le dis, hein. Il faut assumer le truc. C'est la Marmite. C'est son goût. Avec un truc en plus corsé, et surtout la texture. J'ai l'impression d'avoir du caramel. Un caramel épais. Crémeux. On n'est pas sur le côté un peu plus mélasse collante. Là, c'est une autre densité. Ça joue aussi sur la sensation en bouche et la libération des arômes. Et c'est radical. Ouais. Et je regrette pas. J'apprécie l'expérience. Je vais pas me faire prier, surtout qu'ils m'en ont ramené 3 pots, donc j'ai du stock. Mais ça va pas durer très longtemps. Je vais lui faire sa fête à cette petite Marmite. Donc la Extra Old, si vous tombez dessus et que vous aimez la Marmite, je pense que vous allez vraiment adorer celle-ci, même si elle dépasse un petit peu la limite du tolérable pour des gens qui ont une certaine sensibilité. Sinon, c'est que du bonheur. Bon voilà les amis, c'était juste un petit sujet sur ces découvertes que j'avais envie de partager avec vous. Et puis finalement, face caméra, parce que je n'ai pas triché comme toujours. Et je trouve ça super sympa, à la fois d'avoir des marques qui se renouvellent, comme la Marmite, qui essaye de faire des éditions un peu spéciales et qui ont un intérêt,
même si il pousse la caricature au-delà de la limite du pensable, mais tant mieux. Moi, je suis ravi. Ensuite, avoir des marques traditionnelles qui se mettent à faire du vegan, c'est chouette. Et bien sûr, on espère que ces marques soient aussi disponibles un peu partout pour répondre au plus grand nombre. Maintenant, comme toujours, malheureusement, on le sait, c'est pas prêt d'arriver en France. On se souvient des Kit Kat vegan qui étaient fort attendus, qui n'ont été disponibles dans un premier temps qu'en Grande-Bretagne, en Australie et ailleurs qu'en France. Ça a fini par arriver en France, mais finalement, c'est pas un produit qu'on trouve facilement hors des magasins spécialisés, ce qui est fort dommage, alors que c'est un produit qui est censé se trouver en grande surface. Mais il y a toujours ce problème entre le produit, sa disponibilité et sa distribution. En France, on a un problème sur la distribution. Bon, et vous, il y a un produit qui vous fait particulièrement envie ? La Marmite, sans doute. Oui, hein ? Et oui, les amis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas gratifié d'une petite interview, n'est-ce pas ? Eh ben, on va reprendre les bonnes habitudes. Comme je vous l'avais promis sur cette année, on va continuer à interroger des véganes qui ne sont pas des professionnels du véganisme, mais des gens qui ont choisi, comme vous, comme moi, un mode de vie et qui ont des choses à dire. Et aujourd'hui, alors j'étais à la facilité puisque j'interviewe un ami qui s'appelle Benjamin et qui va se présenter. Eh bien, mon cher Benjamin, merci de me recevoir dans ta demeure temporaire, mais on reviendra là-dessus. Donc, qui tu es, en fait? Dis-moi. Bien, je suis Benjamin, j'ai 35 ans, je suis vegan depuis 2007, donc ça fait plus de 17 ans. Ah ouais. Ma particularité, c'est que depuis 5 ans, en fait, il y a 5 ans, j'ai tout quitté pour commencer une vie de nomade. Ouais, mais on va revenir là-dessus. Alors, pour info, en fait, on se connaît depuis que tu es vegan. Ça fait presque 18 ans qu'on se connaît, donc le même temps que Laura. Et c'est beau, hein. Ça fait longtemps. Le temps passe. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'origine pour devenir vegan, sachant qu'à l'époque, t'étais encore mineur, non ? Techniquement, oui, j'ai 17 ans. Ouais, il me semble bien. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Tout simplement, j'ai découvert en fait les conditions de l'élevage, tout ça. Donc j'ai une prise de conscience sur toute la souffrance. Très vite, du coup, je me suis intéressé pour aller au-delà de l'aspect sentimental, apporter de la réflexion en fait et prendre des décisions plus rationnelles. Et donc, je me suis intéressé à l'éthologie cognitive, donc c'est l'étude du comportement des animaux, à la philosophie éthique, la théorie du droit, etc. Pour en arriver à la conclusion que les animaux ont des droits et qu'il faut les respecter. Donc, à partir de là, donc en 2007, j'ai milité pendant 2 ans activement. T'étais dans quelle association ? C'est Droits des animaux à l'époque ? Principalement Droits des animaux. Droits des animaux, hein. Ouais. Voilà. Puis après, j'ai quitté un peu le milieu, mais je suis resté vegan. C'est le principal. Bon, donc comme tu le disais, tu es digital nomade. Donc ça, c'est un concept que moi je connais, mais que tout le monde n'a pas forcément déjà entendu ou n'appréhende pas forcément la réalité derrière. J'aimerais bien que tu nous dises un peu plus précisément de quoi il en retourne. Déjà, pour donner du contexte, en fait, comment j'en suis arrivé là, en 2018, j'étais pas très satisfait de mon mode de vie, en fait, le fait d'aller dans un bureau tous les jours, de répéter les mêmes routines, en fait, tous les jours, ça m'ennuyait. Et donc, j'ai pris la décision drastique de tout quitter, mon job, mon appart, tout ça. Je me suis préparé pendant 6 mois à apprendre ce mode de vie, en fait, comment ça fonctionne, d'être nomade. Aussi le fait d'être équipé uniquement d'un sac de 45 litres. Ouais, j'ai acheté un sac de 45 litres et j'ai toutes mes affaires dedans quand je voyage. Je peux rester plus de 6 mois en dehors de France. Je vais juste avoir ce sac-là et me déplacer avec. Donc ça, c'est assez pratique. 45 litres, ça représente à peu près quoi en volume ? C'est en gros le sac qui tient en cabine d'avion. C'est pour ça que j'ai pris ce format-là, parce que j'ai pas besoin d'un bagage en soute. Donc c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Donc c'est pas très gros. Non, mais au moins ça pousse à ne prendre que l'essentiel. Parce qu'en fait, quelle que soit la taille du bagage, on remplit toujours.
Donc autant avoir plus petit, comme ça on n'a pas le choix. Et finalement, à force de voyage, je sais ce que je vais utiliser, ce que je ne vais pas utiliser, ou ce que je dois optimiser, etc. en termes d'espace. Voilà, au fur et à mesure, maintenant j'ai un sac, je sais que tout ce qu'il y a dedans, je vais l'utiliser, il va avoir une utilité. Il n'y a pas de superflu, quoi. Voilà, exactement. Et au pire, quand c'est du cas où, je peux toujours trouver sur place ce dont j'ai besoin et voilà. Bien sûr. Donc ok, là ça c'est le côté un petit peu logistique au cours de tes périples. Tu voyages léger, compact. Ça, on reviendra là-dessus sur cet aspect très minimaliste. Mais en termes d'activité, on va dire, parce qu'on parle bien de digital nomade, donc il n'y a pas côté uniquement nomade, il y a aussi le côté digital. Ça sous-entend que tu travailles à distance? Tout à fait. Alors, pendant quelques temps, en fait, je n'ai pas travaillé, j'ai simplement profité du voyage. Et ensuite, j'ai commencé à rechercher. Donc moi, je suis dans l'informatique. Donc forcément, comme beaucoup de digital nomades, je travaille dans l'informatique, je fais du développement. Dès l'instant où j'ai recherché du travail après, j'ai imposé comme contrainte le fait de pouvoir travailler de l'étranger. Donc du full remote. C'est ça. Enfin, du télétravail en bon français. En gros, tu fais que, voilà. T'as jamais de présence physique dans une entreprise. Voilà, pas obligatoire. D'accord. Ce qui te permet de travailler n'importe où, quelle que soit la distance, que ce soit en France, mais pas à Paris, là où serait peut-être potentiellement basée aussi l'entreprise. Tout à fait. Souvent, contractuellement, je m'engage en termes d'horaire, parce qu'en fait, souvent, c'est la problématique des horaires. Je vais m'engager sur une certaine plage horaire, et en dehors de cette plage-là, je suis flexible, commencer plus tôt, plus tard, etc. Oui, je parle d'effet sur horaire par rapport au décalage, pour être à peu près... Voilà, pour travailler avec mes collègues. Pour pouvoir discuter si besoin est, même si c'est pas forcément toujours le cas. Ma dernière mission, c'était surtout plus ou moins 3 heures sur les 9h-18h en France. Ce qui fait que quand j'étais en Asie, par exemple, je commençais en début d'après-midi et je finissais dans la soirée, quoi. D'accord. Donc ça fait des horaires raisonnables. Ok. Et c'est facile, entre guillemets, de trouver une entreprise qui se plie à ce genre d'exigence ou c'est compliqué? C'est compliqué. Je reconnais que moi, j'ai la chance d'avoir pas mal d'expérience. Ça fait plus de 15 ans que je fais du développement. Donc, c'est vrai. Donc ça facilite beaucoup les choses. Non, c'est pas facile. Je pense qu'il y a une part de chance. J'ai dû chercher trouver la bonne mission au bon moment. Même aujourd'hui, maintenant que je suis passé freelance, parce que j'étais en CDI avant, maintenant, cette année, je suis passé en freelance. Mon but étant à terme de travailler moins, par exemple 6 mois de l'année ou quelque chose comme ça. J'ai entamé la recherche et je sais que ça va être difficile de trouver non seulement en freelance, mais en plus de pouvoir travailler à l'étranger. Donc peut-être que j'aurai besoin de faire des compromis, je sais pas. Mais oui, c'est pas du tout facile. C'est pas si simple, d'accord. Il faut, en fait, le problème quand on devient nomade, et c'est pas que l'aspect professionnel, c'est que déjà ça fait sortir de sa zone de confort. Ça pour le moins, je pense. Et beaucoup de choses ne deviennent plus garanties en fait. Donc sur l'aspect professionnel, on risque d'avoir du mal à retrouver sources de revenus, etc. Et il faut toujours en fait avoir un plan de secours, se dire voilà, au niveau du budget, je peux tenir tant de mois avec ce rythme de vie. Ou alors adapter. En fait, l'avantage d'être nomade, c'est qu'on peut s'installer dans des pays où on n'a pas besoin d'avoir un grand pouvoir d'achat, qui fait que ça fait faire des économies, etc. Donc en fait, on a une certaine flexibilité, mais cette flexibilité, elle amène aussi le manque de sécurité. Oui, je comprends bien. En même temps, c'est un choix de vie. Voilà. On peut pas tout avoir. Il y a toujours une balance à trouver. Le tout, c'est que ça te plaise et que ça te convienne finalement. Tout à fait. C'est pas fait pour tout le monde, on va dire. Tout à fait. J'aimerais qu'on revienne sur ce que tu évoquais tout à l'heure, sur ce sac à dos assez compact. Tu as été finalement une des premières personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui a volontairement choisi un mode de vie minimaliste. Je me souviens de cette période d'entraînement pendant 6 mois où tu te faisais des essais, à dire bon, est-ce que je peux vivre avec... j'ai une caricature, mais s'il avec 3 t-shirts, est-ce que je peux vivre avec 3 t-shirts? En fait, non, je peux vivre avec 2, donc je retire un. Il y avait toute une logique de test qui t'impliquait pas quelque chose de définitif, mais voir comment c'était faisable, comment c'était gérable, est-ce que c'était confortable, est-ce qu'il y avait des contraintes. C'était assez rigolo comme expérience. Et ça t'a mené effectivement à pouvoir être libre de tes mouvements et te débarrasser finalement de quasiment tous tes biens matériels. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as en tête aujourd'hui ce qu'il y a dans ton sac? En fait, pendant longtemps, j'avais une liste. Ah, ça m'étonne pas. J'avais une liste de tout ce que j'avais dans mon sac pour être sûr à chaque fois que je quittais un logement de penser à tout. Mais au final, maintenant, je l'utilise plus du tout.
ce que tu sais. Et voilà. Et honnêtement, les rares fois où j'ai perdu des objets, c'était pas en quittant un logement, c'était vraiment par accident, quoi. Ouais. Oui, je pense savoir exactement. J'ai une carte mentale en fait de ce qu'il y a dans chaque poche, dans chaque recoin de ce sac-là. Alors aujourd'hui, je viens de changer de sac. Je viens d'acheter un nouveau sac après 5 ans. Une nouvelle aventure. Voilà. Une nouvelle carte mentale. Voilà, qui est totalement différent. Donc je vais devoir m'habituer. Mais oui, forcément, moins on a de choses, plus c'est facile à retenir en fait. Ouais. Et donc concrètement, t'as combien de pantalons? Aujourd'hui, en termes de vêtements, j'ai 2 pantalons. Alors j'avais 8 t-shirts, maintenant je vais en garder moins parce que je porte de nouveau des chemises. Mais en gros j'ai 2 tenues vestimentaires. Ouais. Soit ces chemises-là, soit les t-shirts. D'accord. Et ils sont tous pareils, tous identiques. En fait, toujours avoir eu des vêtements pour 8 jours. Comme ça me permet de faire une lessive par semaine. D'accord. Donc on va dire par exemple 6 t-shirts et 2 chemises. D'accord. Voilà. D'accord. Mais pendant pendant plus d'1 an, je ne portais qu'une tenue. D'accord. Donc c'était 8 t-shirts, voilà, enfin des vêtements pour 8 jours, exactement les mêmes. Et donc un seul caleçon par semaine, bien sûr. Bien sûr. Bon, on va parler de choses sérieuses, on va parler bouffe. On est là Parce pour que ça. qui dit voyage dit nouvelle expérience. Et forcément, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à toutes les destinations que t'as pu faire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a des endroits où c'était plus facile que d'autres? Est-ce qu'il y a des endroits où t'as découvert des choses particulièrement savoureuses que t'as jamais mangé ailleurs? Ou au contraire, des trucs super limites où tu te dis ouais, c'est pas idéal. Alors, je pourrais pas me rappeler exactement d'un plat typique ou quelque chose de particulier. Évidemment, d'un pays à l'autre, j'avais pas la même expérience. C'était plus ou moins facile, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique. Je dirais que ce qui me marque davantage, c'est donc pas forcément un plat particulier, une saveur particulière ou quoi, ou un aliment particulier, mais plus la culture dans sa globalité. Bien sûr. C'est-à-dire le type d'aliment. Souvent, dans un pays, on va retrouver le même type de bouffe, en fait. C'est vrai qu'en France, c'est assez particulier parce qu'on a énormément de choses, en fait. On a énormément de plats différents. Il y a beaucoup d'influence. Voilà. Il y a énormément d'influence. Il y a beaucoup de choses. Souvent, plus en Asie, par exemple, on va retrouver plutôt le même type de plat. En fait, moi, au lieu d'arriver avec mes envies, je veux manger telle chose, je veux retrouver ça, moi, je préfère m'adapter, découvrir. C'est pas uniquement pour la bouffe, hein, mais aussi pour le mode de vie. J'aime m'adapter en fait au local et découvrir comment les gens vivent, ce que les gens consomment, etc. Je suis pas très difficile en termes de nourriture, donc ça facilite les expériences. Évidemment, d'un pays à l'autre, ça pouvait être plus ou moins facile. Des fois, c'est compliqué, c'est plus dur, on a moins de choix. Des fois, on a une abondance de choix. Ce qui peut être frustrant, c'est de ne pas savoir ce qu'on peut manger. Quand on sait qu'il y a des choses qu'on peut manger, mais on ne sait pas quoi. D'accord. C'est plus frustrant. Voilà, c'est bien de connaître quelqu'un qui peut nous guider. Mais oui, clairement, il y a des différences d'un pays à l'autre. Ouais. Concrètement, il y a eu un pays où t'as particulièrement bien mangé? Oui, alors dans mon top, je dirais, en dehors sans surprise des villes comme Berlin, forcément. Bon, là, Berlin, une surprise, c'est le paradis des véganes. Très bonne expérience, je dirais particulièrement Taïwan. Ah ouais? Ouais. Taïwan. Vraiment une super expérience, surtout parce que déjà il y a une grande partie de la population qui est végétarienne et bouddhiste. Ah oui. Souvent, quand il y a des temples à côté, il y aura des restaurants au moins végétariens, et en général, même si c'est juste végétarien, en général les œufs sont à part. Il va y avoir un plat ou deux où il y aura des œufs en fait. Et sinon voilà, il y a beaucoup de simili-carné, énormément. Oui, on en trouve partout, même dans les marchés. Je faisais les marchés nocturnes justement après avoir travaillé. J'avais les marchés de nuit, donc ça c'est typique à Taïwan. Et voilà, il y avait un stand avec plein de simili-carnés différents, tofu, seitan, etc. Cuit dans un bouillon de légumes, tout ça. Et voilà, dans les restos, plein de buffets à volonté. Faut compter en général à peu près 15 € pour manger à volonté, mais vraiment à volonté. Et c'est pas de la mauvaise qualité, hein, c'est de la bonne qualité. J'ai fait un restaurant à Taipei qui doit être le plus grand buffet végétarien en Asie. D'accord. Et honnêtement, j'étais particulièrement bluffé, par exemple, des sushis qu'ils faisaient. Comme du poisson, en fait, ils devaient utiliser de l'agar ou ce genre de choses. Il y en avait un, c'était du saumon, en fait, en sushi, ou même des sashimi, mais en version végétale.
Et Oui. ce qui est assez amusant, c'est que on s'attend à ce que ce soit spécifiquement pour les véganes, pour la culture végane. Alors que là, c'est juste pour des végétariens. Enfin, c'est pas la culture végétarien pour les animaux ou la culture végane telle qu'on l'entend en Occident, mais vraiment juste, on mange pas de viande, mais on est quand même dans la créativité à faire des choses qui ressemblent à de la viande, mais qui n'en est pas. Enfin, on s'amuse. En fait, on s'amuse avec les goûts, même si c'est pas pour les mêmes raisons, en fait. Ouais, le résultat est le même. Enfin, oui, Finalement. le résultat est le même, mais je veux dire, la motivation n'est pas la même. Oui, mais ça s'entend parfaitement. Voilà. Ça s'entend parfaitement. Et à l'opposé, le pire pays que t'aies fait où ça a été, tu conseillerais pas d'aller là-bas pour manger, quoi. Alors, là où j'ai habité, je pense pas avoir d'expérience vraiment négative. Je dirais plus en mode touriste, donc des endroits où je suis allé juste vraiment pour du pur tourisme, où je ne travaillais pas. Je dirais, alors particulièrement déjà en France et en Italie, en Europe, en France et en Italie, c'est plus compliqué, c'est très difficile. En tout cas, de trouver dans un magasin quelconque des produits spécifiquement véganes. Surtout le fromage végétal. Partout en Europe, je trouve très facilement, et même dans des endroits inattendus comme en Laponie, où j'ai trouvé des rayons entiers de fromage vegan. Aussi, par exemple, les Balkans. C'est plus compliqué là-bas. Voilà. Donc dans les grandes villes, dans les capitales, on trouve des restos véganes, tout ça, mais voilà. Dès que tu sors, ça va être compliqué. C'est plus compliqué les pays Balkans. Et là où j'ai eu des surprises, des bonnes surprises, où je m'attendais vraiment pas à trouver quoi que ce soit, grand chose de vegan, mais j'ai eu la bonne surprise de trouver. Je pense qu'il y a eu 3 cas. Le premier, c'était en Laponie. Je pense que c'est parce que j'étais dans une ville qui est étudiante, en fait, il y a une université, donc j'imagine que il y a une communauté végane. Donc voilà, trouver comme je disais, un rayon entier de fromage vegan, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. La deuxième grande surprise, et certainement la plus grande, c'est quand je suis allé à Buenos Aires, en Argentine. Oui, un pays qui est réputé pour sa viande de qualité. Ouais, exactement. Et donc je me suis dit, bon, ça va être difficile. Alors, faut savoir, Buenos Aires, c'est vraiment différent du reste de l'Argentine. Le reste de l'Argentine, c'était compliqué. Mais Buenos Aires, déjà, il y a énormément quand je dis énormément, il y a beaucoup de restos véganes, purement véganes, même souvent un peu tendance, etc. Alors, ces restaurants, même les restaurants réputés les plus chers, je vais payer donc un restaurant très tendance, avec la musique, etc., la belle déco, etc. Pour un repas complet, j'en avais pour 20 €, quoi. Et c'était les restaurants les plus chers. C'était voilà. Donc et c'était très créatif, plutôt européen. Ce qu'ils préparaient, voilà, très créatif, plein de saveurs, etc. Dans les magasins quelconques, en fait, on trouve des simili-carnés, genre des nuggets, ce genre de choses, des laits végétaux. En fait, il y a une marque locale qui fait tout ce qui est simili-carnés, laits végétaux, fromages végétaux, des glaces aussi. Je trouvais des glaces véganes. Donc, je parle pas de sorbet, je parle de glace. Oui, bien sûr. Dans n'importe quel supermarché là-bas. Aussi, même si je mangeais dans un établissement qui est pas purement vegan, souvent ils avaient des plats avec du fromage vegan dedans, des pizzas avec du fromage vegan, des burgers avec des burgers vegan dedans, alors que l'établissement lui-même n'est pas. Oui, il y a plus d'options, tu veux dire. En fait, il y a même plus d'options dans des restaurants classiques là-bas qu'à Paris, par exemple. Oui. Et voilà. Donc j'étais surpris. Voilà. Par contre, quand je suis allé à Ushuaia, donc tout au sud de l'Argentine, j'ai trouvé 2 restos véganes et c'est tout. Ce qui était déjà pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Après, on est littéralement à l'autre bout du monde. Donc c'est clair. Et enfin, la troisième grande surprise, donc ça a été récemment, je me suis rendu en Ukraine pour faire du volontariat. Et partout où j'ai été, donc j'étais principalement à Kiev, la capitale, et aussi Odessa et Lviv, qui sont deux autres grandes villes ukrainiennes. Et dans les 3 villes déjà, il y a plusieurs restaurants véganes ou végétariens, souvent végétariens, mais qui ont toujours plein d'options véganes. Plusieurs types de cuisine, principalement la cuisine ukrainienne. C'est chouette, ça. Voilà, en version végane, comme le bolch, le fameux bolch, qui est un plat typiquement ukrainien. En termes de magasins, ne serait-ce que la petite épicerie que j'avais en bas de chez moi, donc j'étais en centre-ville, la petite épicerie, je trouvais du lait Alpro à la banane. Oui, le truc qui est même à Paris est rare, quoi. Voilà. En plus, c'est voilà. Alors que c'était une toute petite épicerie où il y avait 3 farins dedans. C'est vraiment minuscule. Et sinon, une des chaînes de supermarchés là-bas
Je trouvais très facilement des simili-carnés, pareil, fromages végétaux, tout ça. Au niveau des prix, bah, c'était un peu plus élevé que le reste. Je dirais que pour le pouvoir d'achat local, ça devait être cher. Par rapport à en France, c'était un petit peu en dessous, un petit peu moins cher. Pas grande différence, mais quand même moins cher. Ouais. Je trouvais des simili-carnés, alors beaucoup de simili-carnés type salami en fait. Oui, les saucisses et Voilà. les saucissons. Saucisse salami, c'est ce que je trouvais le plus facilement. Je trouvais même du saumon vegan surgelé. Et ça, il y en avait dans cette chaîne de magasins, dans tous leurs magasins à Kiev. Oui, donc ça- on est loin du concept du ticket de rationnement pendant la guerre, quoi. Il y a Non, quand non, même- non, non. C'est vrai que pour nous qui ne connaissons pas l'état de guerre, on s'imagine souvent qu'un pays en guerre, plus rien ne fonctionne, les gens ne vivent plus du tout, restent cloîtrés chez eux, etc. Alors voilà, la vie continue malgré la guerre, la vie continue, les gens sortent, vivent, voient leurs proches, etc. Et les magasins ne sont pas vidés, enfin en tout cas dans les grandes villes, toujours ce qu'on veut. J'allais régulièrement dans une épicerie végane où il y avait que des produits véganes et voilà. Il y a une question que je me posais par rapport justement toujours à tous ces pays dans leur diversité. Est-ce que on tourne toujours autour des grands classiques style pizza, burger, Il Cibo, enfin ces archétypes qui sont internationaux, est-ce que c'est le cas partout ou est-ce qu'on réussit comme à trouver une vraie cuisine locale, adaptée des traditions? Enfin, tu l'évoquais sur l'Asie où on trouvait beaucoup plus de choses parce que c'est déjà culturellement déjà plus implémenté, mais dans d'autres pays, tu trouves des spécialités locales véganes où c'est vraiment le côté très mondialisation de la nourriture, comme on l'a en France finalement malheureusement. Alors je dirais dans les capitales, ou en tout cas les très grandes villes, généralement oui. À part encore une fois en Asie où on aura toujours une grosse empreinte locale, culturellement. Mais par exemple en Europe, dans toutes les capitales, on trouvera majoritairement tout ce qui est burger, pizza, etc. Comme tu le citais. Il y aura peut-être un resto ou deux qui va proposer des plats locaux. Voilà, récemment, quand j'étais à Varsovie, je suis allé dans 2 restaurants qui faisaient typiquement de la nourriture polonaise. D'accord. Très intéressant, des choses que je n'avais jamais goûté avant. Mais sinon, derrière, ça pouvait être libanais, ça pouvait être voilà, des pizzas. Oui, bah c'est les classiques. Voilà. Des ramen aussi, il y a il y avait trois restaurants de ramen à Varsovie que j'ai fait. Le ramen polonais, le fameux. Voilà. Ok. C'était très intéressant parce que du coup, c'était souvent de la fusion avec d'autres cuisines et c'était un très bon restaurant. Ouais, mais c'est vrai que c'est une question moi qui me taraude parce que quand je voyage, j'aime bien découvrir la culture locale parce que ça fait partie de l'expérience du voyage. Je suis pas là pour retrouver ce que je mange chez moi, ça n'a pas grand intérêt. Je me souviens la première fois qu'on avait été à Berlin ensemble il y a quelques années, on est tombé sur un resto qui avait une sorte de schnitzel avec une salade de choux, quelque chose un peu typique, vraiment très germanique comme cuisine. Mais à part ça et une currywurst dans la rue, on a mangé de l'asiat, du burger. Concrètement, on n'avait rien de typiquement allemand ou typiquement berlinois. Ce qui est quand même un peu triste. Et j'ai toujours ce regret. Donc c'est cool de savoir comme il y a des pays qui se disent bon bah on fait vegan certes, mais avec notre identité. Tu trouveras toujours une adresse ou deux qui fera de la cuisine typique en version végane ou au moins avec des options véganes. Tu en trouveras. C'est pas la majorité, surtout sur la scène végane. Après en Asie par contre, la plupart des destinations, tu trouveras souvent que la même chose, en tout cas en version végane. Une particularité, c'était l'Indonésie, à Bali. Ouais. Particulièrement, Bali, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de choix véganes. Donc sur le local, tu trouveras plein de plats qui sont naturellement véganes. T'as mangé du tempeh, hein. Voilà, beaucoup de tempeh, j'adore le tempeh. Et mais il y a aussi une cuisine occidentale. Oui, mais parce qu'il y a une influence extérieure, Voilà, parce qu'il il y a une grosse influence. y a un tourisme Et de si on masse quand même prend là-bas. Ubud, par exemple, la ville d'Ubud, il y a énormément de restaurants et la plupart des restos qui font du vegan font de la cuisine occidentale, des burgers, des sushis, D'accord. version occidentale. Alors c'est bien, on a parlé un peu des restos et des courses aussi. Du coup, ça me fait penser, quand tu voyages comme ça, tu réussis à cuisiner avec des produits locaux, à essayer
pas faire que sortir? Ça dépend vraiment où je suis. En fait, ça dépend déjà du prix des restaurants, parce que si c'est vraiment pas cher, du coup, je ne cuisine plus. C'était pas au Japon, tu m'avais dit que c'était moins cher d'aller au restaurant que de cuisiner soi-même. Oui. Alors, je sais pas si je pourrais vraiment affirmer ça, mais en tout cas, au Japon, même si, donc au total, j'y ai vécu 6 mois, même si tout coûte cher là-bas, le coût de la vie est assez élevé au Japon. C'est pas le cas de la nourriture en restaurant. C'est pas le cas de la restauration. Pour un plat, ça va être dans les 7 euros. Ouais, d'accord. 7-8 euros. Pour un ramen, un bon bol de ramen, ça va être 7-8 euros quoi. Oui, généralement, même culturellement, au Japon, bien souvent, les gens vont manger dans ce qu'on appelle un izakaya, qui est entre un bar et un restaurant. Le soir, c'est très fréquent parce que ça coûte pas grand-chose. C'est plutôt sain. C'est pas, on s'imagine pas la fast-food Non, bien sûr. à l'occidental, manger des frites. Tous les jours, c'est pas ça. C'est l'avantage. Voilà, il y a des pays où en fait ça coûte tellement pas cher de manger au restaurant ou de se faire livrer que je me faisais soit livrer, soit j'allais au restaurant. D'autres pays où c'est plus élevé, plus cher, donc je vais plus cuisiner. Par exemple au Japon, je me faisais souvent des ramen. Enfin, j'achetais ce qu'il fallait pour surtout des champignons. J'adore les champignons et au Japon, il y a énormément de variétés de champignons. Ouais. Je m'achetais tous les ingrédients, puis je me faisais souvent des ramen, mes propres ramen. Ça dépend des destinations. Ça dépend du coût de la vie en fait. Ok. Bon alors forcément, en tant que vegan, j'aimerais bien avoir toi ton regard sur comment est vu localement le véganisme selon les pays que tu as pu visiter. Il y a des endroits où les gens ça leur paraît tout à fait normal ou complètement loufoque, c'est bien accepté ou c'est rejeté. Comment, en termes de société, tu as pu percevoir la vision des gens par rapport au véganisme? Alors bien sûr, ça peut beaucoup varier d'un pays à l'autre. Si je me base plus sur la facilité que j'ai à faire comprendre ce que je mange et ce que je ne mange pas, dans ce cas-là, oui, un des pires exemples, ça va être le Japon. Oui. Parce qu'en fait, le Japon, les gens ne comprennent pas le principe du véganisme, le principe même du végétarisme en fait. À part c'est pour des raisons bouddhistes, c'est là ce concept, ils le comprendront, mais le concept même de ne pas vouloir manger les animaux, c'est pas du tout quelque chose qu'ils comprennent. Donc la difficulté, c'est qu'il faut énumérer. Alors heureusement, j'ai des bases de japonais. Donc en fait, j'énumérais tous les ingrédients que je ne mangeais pas. Parce que si on dit juste, si on donne seulement quelques exemples, ils vont se dire, ok, alors tel ingrédient, c'est bon en fait. Le concept en fait n'existe pas dans la culture japonaise. Ouais, d'accord. Uniquement pour des raisons religieuses. C'est ce qui est super étrange en fait, quand ils pensent. Oui. Quand tu vois historiquement d'où vient le Japon, où effectivement l'aristocratie ne mangeait pas de viande, c'est un truc réservé aux paysans ou aux pêcheurs, mais l'aristocratie ne mangeait pas de viande il y a très très longtemps, parce que c'était pas pur comme aliment. Tu pourrais croire que c'est quelque chose qui est complètement assimilé dans la culture et que même si ils ont évolué sur autre chose, oui, c'est pas choquant, c'est pas bizarre, et ils comprennent que oui, tu manges pas ce genre de choses. Alors, il existe une cuisine japonaise qui s'appelle le Shojin Ryori au Japon, qui est une cuisine bouddhiste zen et qui est, je crois, quasiment entièrement végane. Il y a peut-être des exceptions, je sais plus. J'ai eu l'occasion de vraiment goûter sérieusement cette cuisine quand je suis allé à Koyasan, qui est un village pas loin de Osaka, dans les montagnes, connu pour ses temples qui sont très vieux, plus un cimetière qui est classé à l'UNESCO, qui est dans la forêt, un grand passage dans la forêt avec plein de statues, des arbres immenses, magnifiques, incroyables. C'est à cet endroit que j'ai goûté le meilleur tofu de ma vie, qui était un tofu soyeux qui est préparé dans un restaurant. En fait, c'est dans une sorte d'aquarium. En fait, ils ont tous leurs morceaux de tofu. On le mange nature ou avec un petit peu de sauce shoyu ou avec un peu de pâte de piment. Ouais. Mais juste ça, rien d'autre. Et voilà, il était tellement fondant en bouche, il y avait aucun défaut. Souvent, il y a des petites bulles, des choses comme ça dans le tofu. Et là, il est parfait. Il est fondant en bouche. C'est une expérience incroyable. Je recommande vraiment pour les gens si vous vous rendez à Osaka de faire un passage à Koyasan. Ok. Je pensais à un truc parce que tu visites différents pays, différentes villes, tu expérimentes la ville elle-même, une autre culture. Mais ça t'arrive de temps en temps de te dire que tu devrais bien vivre
et de poser tes bagages définitivement à un endroit, même si c'est utopique parce que c'est pas forcément possible d'immigrer là-bas, hein, mais juste, ça t'arrive d'avoir un coup de cœur, en dire, ah là, je suis bien quand même. Alors, pas vraiment, pas dans ce sens-là, en Ouais. fait. Pour moi, ça rejoint la question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire, est-ce que il y a une destination que tu as préférée, un pays ou une ville que tu as préférée? Ma propre expérience, elle n'est pas tellement liée à une situation géographique, mais plus liée à l'expérience elle-même. Qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? Dans quel contexte? Avec qui? Etc. Parce qu'en soi, il n'y a pas de destination où je me dis, tiens, je me verrais bien vivre là-bas. En fait, il y a toujours un moment donné où, bon, je vois les avantages, les défauts, etc. Et j'arrive pas à m'imaginer, à me projeter, en fait, rester là-bas. Même si c'était facilement possible ou pas. Par contre, en termes d'expérience, il y a 2 voyages qui sont sortis de l'ordinaire, vraiment, vraiment sortis. Bon, je pourrais dire même 3 aujourd'hui avec l'Ukraine, parce que c'est aussi une expérience extraordinaire. La première fois, c'était au Japon. J'y étais pendant la pandémie. En fait, je suis arrivé juste avant le premier confinement. Oui, c'est vrai que t'es tombé juste au mauvais moment, entre guillemets, quoi. C'est ça, au bon moment pour moi, du coup, parce que au fur et à mesure, en fait, les touristes partaient. Moi, j'étais arrivé pour rester 3 mois. Et donc, je suis arrivé fin février 2020. Donc, on commençait à en parler. C'était principalement la Chine à ce moment-là. En fait, c'est après que les frontières ont commencé à se fermer et que ensuite la France est rentrée en confinement, etc. Moi, je suis rentré après le premier confinement pour un boulot que j'ai trouvé qui n'était pas totalement à distance. Donc voilà, il y a eu déjà cette première expérience du Japon. C'était ma première fois au Japon et sans aucun touriste. Donc c'est voilà un des points noirs du Japon, c'est le tourisme. Il y a trop de monde. Là, quand j'y suis retourné l'année dernière, c'était pas du tout la même expérience du coup, même si, bien sûr, j'en avais conscience, je savais que c'est un pays très visité. Ouais. Donc voilà, il y a eu cette expérience-là, incroyable, découvrir le Japon sans touriste. En plus, c'était la période des sakuras, donc c'est de février à mai. Et ensuite, le second, c'était en Islande. Donc en Islande, j'y suis resté au total 7 mois. Et donc en 2021, j'y suis retourné en voiture, donc de Paris. Oui. Et donc j'y suis resté 2 mois à ce moment-là, en 2021. Et donc j'ai pu voir un volcan en éruption, vraiment de très proche. J'étais peut-être à 1 kilomètre du volcan, quoi. Et donc voir la lave, tout ça, sentir la terre trembler, la chaleur du feu, le son, etc. Ça paraît vraiment surréaliste. Donc voilà, en fait, c'est plus des expériences qui m'ont marqué, des choses, des événements, etc. C'est plus le contexte plutôt que le lieu en lui-même. Je comprends ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas des expériences à vivre au quotidien. Voilà. Ça t'a pas donné envie de vivre un volcan ou des sakuras, quoi. C'est pas. Exactement. C'est plus une expérience et c'est aussi quelque part la philosophie qu'on retrouve souvent dans le mode de vie minimaliste, c'est que comme on tend à moins emmagasiner, on va avoir plutôt tendance à investir dans l'expérience. Oui. Dans ce qui va être consommer en fait et disparaître. Ça rentre dans ce cadre-là en fait. On se retrouve, c'est le plaisir qu'on retrouve dans le fait de se déposséder, mais de vivre l'instant présent. Voilà, de vivre l'instant présent, des expériences et. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, c'est en fait le problème quand on investit dans quelque chose, c'est que la nature humaine fait que on aura un grand plaisir à acquérir cette chose-là, mais ensuite ce plaisir il s'estompe. Et on a besoin de quelque chose de nouveau en fait. Oui. On a toujours ce besoin de retrouver, voilà, de refaire toujours plus. Bon, et donc, j'ai un peu saisi l'occasion que tu étais de passage à Paris, parce que tu vas pas rester. Tu projettes de retourner en Ukraine? Alors j'y retournerai, c'est certainement sûr, oui. Ouais. Quand je ne sais pas. Pour l'instant, disons que ça risque d'être un peu plus compliqué pour l'hiver parce que il y aura certainement des problèmes d'électricité, tout ça. Déjà, j'ai été confronté pendant l'été, surtout pendant les périodes de chaleur, il a fait exceptionnellement chaud à certains moments. Il faisait jusqu'à 35 degrés. Donc, bien sûr, la clim, faut être économe. Faut être économe. Ouais, j'imagine. Voilà, beaucoup de gens ont des coupures d'électricité. Moi, j'en ai eu moins au départ, etc. Donc, il faut savoir que l'hiver, ce sera beaucoup plus compliqué. Il risque d'y avoir pas beaucoup de chauffage. Il fera très froid. Bon, ça, pour moi, c'est un détail. Je pense que je peux m'adapter à ce genre de situation. Maintenant, je pense qu'il sera plus judicieux pour moi d'y retourner peut-être au printemps prochain. Mais ça dépendra surtout du travail. Qu'est-ce que je fais? Pour quelle entreprise je travaille, etc. Si c'est possible de pouvoir travailler de là-bas, etc. Si je suis pas en mission à ce moment-là, oui, clairement, j'y retournerai. Après, j'ai personnellement d'autres
projets humanitaires que je peux faire toujours pour l'Ukraine, mais que je peux faire en dehors de l'Ukraine. Donc j'ai pas forcément le besoin d'aller là-bas, même si oui, j'aimerais y retourner. J'ai eu une très bonne expérience là-bas, c'est très enrichissant. J'ai rencontré pas mal du monde, j'ai pu visiter le pays, découvrir la culture ukrainienne. Et oui, effectivement, j'ai envie de... Et c'est pas trop chaud au quotidien de vivre dans un pays en guerre? Parce que on a comme une image, on parlait de l'idée du ticket de rationnement, tout ça, mais c'est pas particulièrement stressant de te dire que tu peux te prendre un missile sur le coin de la tête à n'importe quel moment? Alors, il y a beaucoup d'appréhension, ça c'est sûr, quand on n'a jamais connu ce genre de situation-là. Après, en fait, il faut savoir que, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, qu'elle soit plus ou moins grave, impactante, en fait, l'humain s'habitue. On s'habitue à tout, en fait. On s'habitue à toutes sortes de situations. On s'aperçoit que la vie, elle continue. Que, comme je disais tout à l'heure, que les gens continuent de vivre normalement, continuent de se voir, à sortir, à aller au restaurant, etc. Voilà, en fait, on va pas s'interdire de vivre parce qu'il y a un danger, en fait, qui existe. Alors, bien sûr, le danger, il est là. J'ai déjà entendu des missiles exploser au-dessus de moi, ce genre de situation, c'est déjà arrivé. Même si globalement, voilà, j'ai choisi Kiev, la capitale, parce que aussi c'est bien protégé. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas et que ça reste toujours très dangereux. Par exemple, les sirènes antiaériennes retentissaient quasiment tous les jours, surtout la nuit. En fait, on s'y habitue. Je peux pas dire que j'ai vécu de situations très stressantes, mis à part au moment où j'ai entendu des explosions très proches. Même mon appartement vibrait. Mais en fait, globalement, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai trouvé la situation moins anxiogène là-bas au quotidien que de vivre à Paris, par exemple, avec tout le bruit, les gens qui s'énervent, etc. Alors que là-bas, la vie est plus calme, du coup, du fait du contexte de guerre, il y a moins de monde, etc. Mais oui, la ville est propre, elle est belle, elle a de très beaux bâtiments, et ça reste un endroit, voilà, je vais pas conseiller aux gens de faire du tourisme aujourd'hui en temps de guerre là-bas, ça reste dangereux. Mais voilà, mis à part ce contexte de guerre, la vie est normale là-bas. Ok, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas forcément cette image de loin. Bon bah mon cher, je pense que j'ai fait le tour des questions qui me taraudaient, que j'avais envie de te poser spécifiquement à toi et à nul autre, puisque finalement t'as un mode de vie qui est un peu atypique, même si digital nomade, c'est un peu tendance. Faut pas oublier que c'est pas si évident et que ça nécessite de faire des choix, des sacrifices, des efforts, et puis savoir être souple, s'adapter, d'après ce que je comprends, tu vois. Donc c'est chouette d'avoir ton témoignage. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Alors si les aventures de Benjamin vous ont intéressé, tu as un Instagram qui est public. Tout à fait. Où tu publies non pas ta vie, mais au moins des photos, des lieux que tu as visités, des choses qui valent le coup d'être vues. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir l'Instagram de Benjamin. Voilà, n'hésitez pas à aller voir et lui laisser des petits commentaires s'il y a des photos qui vous plaisent particulièrement. Sur ce, mon cher, merci encore. Merci. Et on peut reprendre une vie normale. Bon les amis, à force, vous savez que je me procure la majorité de mes légumes chez Picard, parce que je trouve ça hyper pratique. Et cette semaine, j'ai découvert, ça existait peut-être avant, je ne sais pas, qu'il y avait certains légumes en cubes. Voilà. Au lieu que ce soit découpé en rondelles, c'est coupé en petits cubes. C'est le cas pour des courgettes et pour des carottes. Et je me suis dit, tiens, ça c'est inspirant, ça change, puis on va voir si c'est de bonne facture. Donc j'ai déjà testé sur différents trucs. C'est plus réussi, je trouve, que la rondelle, en termes de tenue au niveau de la cuisson. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et là, je me suis dit, je vais faire une recette, un bon plat de pâtes, parce que ça fait longtemps, avec des petits légumes dedans, qui seront faciles, puisque en cube, ce sera plus adapté, je pense, à manger avec des pâtes que des rondelles. Enfin, c'est peut-être psychologique, mais on verra ce que ça donne.
Et nous y voilà. Bon, ouais, finalement, je suis parti sur un trip un petit peu pasta couscous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Facile, hein. Franchement, ces petits cubes de légumes se cuisent super bien. Ils sont a priori restés fermes parce qu'ils ont bien gardé leur forme. La courgette ne s'est pas délitée. La carotte reste à mon avis croquante. L'oignon était aussi en petit dé. Il a fondu, c'est normal, mais j'ai hâte de goûter. Ça sent très bon. Allez, voyons ça. On va commencer par une pâte avec des petits légumes. Oh, ça change. Avec un petit morceau de merguez végétale là, parce que quand même. Hein. Ah oui, c'est bon ça. C'est très très bon même. On est vraiment sur une recette de pâte très simple, mais qui change de l'ordinaire, puisque l'utilisation du ras el hanout, qui est quand même une épice orientale typique, plutôt justement pour ce qui est cuisine du Maghreb, les couscous, les tagines, enfin, vous voyez ce genre de cuisine, c'est une épice qui est un peu indispensable, alors qu'ailleurs, bon, bah, on n'a pas cette tendance à l'utiliser, pourtant, c'est tellement bon. Et là, avec le bouillon de la cuisson des pâtes, la pâte de tomate concentrée et le ras el hanout, avec l'huile d'olive, ça fait une sauce qui a du caractère, il y a du volume en bouche, c'est super bon. Et je confirme, la carotte reste ferme mais bien cuite, la courgette est restée aussi un peu croquante mais cuite à cœur, la merguez ajoute un peu plus de gourmandise à l'ensemble, mes pâtes, bah, y a pas de problème, je sais encore faire cuire des pâtes et j'espère que vous aussi. Bref, c'est un bon petit plat. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas hésiter à utiliser des épices, des mélanges un peu typiques qui viennent d'ailleurs, pour se les réapproprier et les intégrer dans des plats un peu inattendus, parce que c'est souvent bonne source de surprise, donc allez-y. Ainsi s'achève ce journal de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, et dans celle de Benjamin, bien sûr. La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo de test à l'aveugle sur les steaks végétaux, un peu tendance du moment. Elle semble avoir été bien appréciée, ce qui fait très plaisir. Alors sachez que je compte bien réitérer l'expérience avec d'autres familles de produits. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des trucs qui vous parlent plus que d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'inviter à regarder dans cette direction plus qu'une autre. Hein, quoi qu'il en soit, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits commentaires, de lâcher des pouces, de me soutenir sur Tipeee ou de devenir membre. Alors si vous n'êtes pas au courant, en devenant membre, vous accédez à des vidéos exclusives que je publie de temps en temps, au fil de l'eau. Et puis tout ça, c'est un véritable soutien de mon travail. Donc merci à tous ceux qui le font déjà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!